Partie 3, l'Alliance des Ténèbres novembre 2027, chapitre 8, le sommet de la mer Noire lieu, résidence d'État Bocharov-Rucheï, Sotchi, Russie date, 2 novembre 2027, l'action dehors. À l'extérieur des murs fortifiés, la mer Noire portait terriblement, tragiquement bien son nom apocalyptique, sinistre ce jour-là particulier. Sous un ciel lourd de plomb métallique gris anthracite oppressant, menaçant annonçant une tempête hivernale majeure, des vagues océaniques colossales de 3 mètres de crête à creux déferlantes, écumantes, rugissantes s'écrasaient violemment, rythmiquement, inexorablement contre les rochers basaltiques noirs acérés, déchiquetés en contrebas carpée de la résidence présidentielle secrète, luxueuse, fortifiée dans un fracas assourdissant, répétitif d'écume grise blanchâtre, de sel pulvérisé, de tonnerre liquide. La martelait impitoyablement les immenses baies vitrées panoramiques blindées anti-effraction, antibalistiques de 50 mm d'épaisseur multicouche en verre feuilleté trempé capable de résister aux impacts de balles de calibre 50 BMG, tirées à bout portant, aux explosions de grenades, de la salle de conférence présidentielle ultra sécurisée située au 2e étage de l'aile ouest du complexe Arkhetskilal néo-stalinien monumental. Mais à l'intérieur hermétiquement clos, le silence ambiant était paradoxalement total, absolu, feutré acoustiquement par des panneaux insonorisants multicouches absorbant toute réverbération, climatisé artificiellement à 21 degrés Celsius constant maintenu précisément par des systèmes adjacés sophistiqués indépendants du réseau électrique national alimenté par générateurs, diesel de secours autonomes enterrés. Autour de l'imposante table de conférence ovale monumentale en chaîne massive de Slavonie vernie brillant de 5 mètres de long sur 2 de large pesant probablement une tonne métrique fabriquée artisanalement par des ébénistes traditionnels, 4 hommes puissants, influents étaient assis rigidement, solennellement sur des fauteuils ergonomiques en cuir noir capitonné disposés symétriquement. Il n'y avait manifestement volontairement aucun conseiller diplomatique présent, aucun traducteur linguistique officiel, aucun secrétaire sténographe enregistrant, aucun garde du corps armé visible, aucun témoin extérieur observant violation flagrante de tous les protocoles diplomatiques internationaux standards établis par la Convention de Vienne régissant les rencontres bilatérales, multilatérales entre chefs d'État souverains. Juste exclusivement 4 architectes cyniques, machiavéliques du chaos géopolitique mondial, planifié, orchestré, coordonné. Au centre géométrique exact, à la position dominante symbolique président qu'autoritairement, le président de la Fédération de Russie, Vladimirovitch Poutine, 72 ans, ancien lieutenant-colonel KGB formé Leningrad, dirigeant autocratique depuis 25 années consécutives, siégeait immobile statusque, le visage botoxé lisse impénétrable, inexpressif, de marbre ciselé ne trahissant aucune émotion humaine reconnaissable, les yeux bleus acier glacial fixes, scrutateur perçant. À sa droite immédiate, le général Karim Saïdi, représentant qu'officiellement l'Algérie militarisée post-coup d'État, 54 ans, chef d'état-major promu dictateur de facto, ajusté nerveusement, compulsivement, trahissant son anxiété interne le col empesé rigide de son uniforme militaire vert olive couvert de médailles dorées cliquetantes, de rubans multicolores, impressionné malgré lui, intimidé viscéralement par la solennité oppressante du lieu historique chargé, par la présence écrasante du maître russe légendaire dont la réputation impitoyable, la cruauté calculée, les assassinats d'opposants empoisonnés Novichok, défenestrés mystérieusement sont documentés internationalement. En face diamétralement, le président turc Recep Tayyip Erdoğan, en 70 ans, ancien maire islamiste, Istanbul devenu sultan néo-ottoman autoritaire rêvant de restaurer la gloire impériale perdue, l'air sombre calculateur, méditatif, machiavélique joué machinalement, rituellement avec un chapelet islamique de prière personnelle Tébiz en turc, Masbaha en arabe à 33 grains en ambre baltique fossilisé translucide orangé hérité de son grand-père soufi, faisant glisser méthodiquement, compulsivement les perles polies entre ses doigts et calleux dans un geste apaisant, méditatif répétitif pratiqué depuis l'enfance. À ses côtés stratégiques, l'envoyé spécial personnel direct du guide suprême iranien Ayatollah Ali Khamenei, probablement le général de brigade Esmail Kahani, commandant de la force Al-Quds des gardiens de la révolution islamique, responsable des opérations extérieures clandestines, 57 ans, un homme ascétique austère au turban noir traditionnel enroulé chiite signalant sa descendance prophétique, revendiqué et au regard fanatique brûlant intensément de ferveur religieuse messianique, apocalyptique, gardait rituellement les mains sauceuses jointes pieusement sur la table cirée comme en prière silencieuse constante. Aucun d'eux significativement n'avait touché, goûté au thé noir brûlant géorgien servi cérémonieusement dans la porcelaine impériale historique blanche dorée frappée des armoiries zaristes, Romanov bicéphale restauré nostalgiquement par des domestiques silencieux disparus depuis, signe diplomatique codé de méfiance mutuelle, de prudence paranoïaque, justifié peur atavique ancestrale de l'empoisonnement politique traditionnel russe, polonium-zor 110, Novichok. Messieurs distingués, collègues stratégiques, commença solennellement le russe maître de maison en s'exprimant délibérément en anglais international.
Ironiquement, la langue de l'ennemi occidental anglo-saxon détestée devenue paradoxalement pragmatiquement celle de la connivence multilatérale, de la conspiration géopolitique entre adversaires traditionnels historiques réunis opportunément par intérêts convergents temporaires contre l'hégémonie américaine déclinante. L'Occident décadent atlantiste pense naïvement, stupidement que nous sommes réunis ici secrètement pour discuter trivialement, négocier commercialement des prix contractuels du gaz naturel exporté, des quotas pétroliers OPEC, des tarifs énergétiques compétitifs. Il pense simpliste que c'est seulement une crise énergétique économique routinière, une négociation commerciale standard. Il se leva théâtralement, majestueusement, lentement de son fauteuil présidentiel capitonné et marcha délibérément, posément vers l'immense fenêtre panoramique, donnant sur la mer Noire tempétueuse déchaînée, tournant symboliquement le dos méprisant à ses invités co-conspirateurs pour regarder intensément, méditativement la tempête naturelle rugissante dehors, métaphore de la tempête géopolitique qu'ils s'apprêtaient collectivement à déchaîner artificiellement sur le monde. Ils ont fondamentalement, catastrophiquement tort dans leur analyse superficielle occidentale. Nous ne sommes absolument pas des marchands mesquins, des négociants cupides, des commerçants, vulgaires discutants marge bénéficiaire. Retour investissement, ratio profit, déclara-t-il d'une voix basse, grave menaçante résonnant sinistrement dans le silence climatisé. Nous sommes métaphoriquement des fossoyeurs historiques, des croque-morts civilisationnels préparant méthodiquement l'enterrement définitif de l'ordre libéral occidental et la tombe géopolitique profonde est déjà creusée, préparée méticuleusement. Il ne reste plus qu'à y pousser le cadavre agonisant dedans et recouvrir de terre. L'atmosphère lourde, tendue dans la pièce feutrée s'alourdit instantanément, dramatiquement, palpablement comme si la pression barométrique avait soudainement chuté de 20 millibars provoquant des acouphènes, des vertiges. Les 4 conspirateurs sentirent physiquement leur poitrine se comprimer, leur respiration s'accélérait imperceptiblement. Ce n'était, manifestement, évidemment pas un sommet diplomatique routinier bilatéral, pas une visite d'État protocolaire courtoise, pas une conférence internationale multilatérale conventionnelle avec communiqué final consensuel édulcoré. C'était brutalement, crûment un conseil de guerre secret coordonné, une réunion clandestine de commandement militaire unifié, une conspiration génocidaire planifiée, l'alliance stratégique improbable, contre nature, historiquement inédite entre l'ours russe orthodoxe slave, le lion berbère algérien et le croissant islamique turco-persan chiite sunnite réunissant des civilisations traditionnellement antagonistes, rivales historiques millénaires séparées par religions concurrentes, ethnicités différentes, intérêts divergents venaient finalement de se matérialiser concrètement, physiquement pour la première fois historiquement documentée dans cette salle secrète isolée, battue par la tempête hivernale. Le pacte faustien était scellé, l'axe Moscou-Alger-Ankara-Téhéran activé opérationnellement. La Troisième Guerre mondiale officieuse avait officiellement commencé dans cette pièce ce jour précis, pas avec des déclarations publiques, des ultimatums diplomatiques, des votes parlementaires, mais avec 4 hommes assis silencieusement autour d'une table en chêne regardant une tempête extérieure métaphorique de la catastrophe qu'ils s'apprêtaient à déclencher intérieurement sur l'humanité. Le plan d'une simple pression discrète, furtive sur un bouton tactile dissimulé secrètement sous la surface polie vernissée de la table ovale en chêne massif à côté de son fauteuil présidentiel, le plateau central épais coulissa latéralement mécaniquement, électroniquement avec un sifflement pneumatique hydraulique doux pour révéler dramatiquement, théâtralement un écran tactique géant, ultra plat OLED haute résolution 8K de 2 mètres de diagonale encastré affleurant dans l'épaisseur même du bois noble. Une carte géopolitique détaillée, annotée militairement de l'Eurasie continentale entière et de l'Afrique du Nord méditerranéenne apparut instantanément, lumineuse phosphorescente et extraordinairement détaillée, affichant les frontières nationales, les capitales majeures, les bases militaires stratégiques symbolisées par icônes tactiques hautains standardisées, les pipelines énergétiques critiques tracés en lignes colorées, les câbles sous-marins de communication, les installations nucléaires sensibles, les nœuds de logistique vitaux. Le représentant russe maître orchestrateur pointa autoritairement avec son index droit osseux l'Europe occidentale centrale colorée en bleu atlantiste sur la carte interactive tactile. Phase opérationnelle numéro 1 codename, l'asphyxie énergétique hivernale, annonça-t-il solennellement, méthodiquement d'une voix monocorde militaire dénuée d'émotion comme récitant un briefing opérationnel routinier, dès que le premier flocon de neige tombera météorologiquement sur Berlin, capitale allemande prévue statistiquement mi-décembre, selon nos modèles climatiques Hydromet-Santa Rosia, nous fermons simultanément, hermétiquement tout approvisionnement gazier russe, restant vers l'Union européenne dépendante. Le gazoduc Nord Stream Baltique, reliant directement Viborg à Greifswald est déjà définitivement hors service opérationnel, saboté mystérieusement septembre 2022, officiellement attribué aux Américains CIA, mais en réalité opération false flag orchestrée par nos services GRU. Général Saïdi respecté, à votre signal radio crypté convenu préalablement codename Tempête du désert, le gazoduc stratégique Transmed reliant vos champs gaziers Assis Hermel algériens via la Tunisie et la Sicile jusqu'à l'Italie du Nord s'arrête immédiatement, totalement.
Saïdi hocha gravement la tête rasée militairement en signe d'acquiescement solennel, le visage basané grave, sérieux, conscient de l'énormité historique, de la portée civilisationnelle de ce qu'il s'apprêtait collectivement à déclencher. Les vannes de régulation primaire et secondaire sont déjà secrètement piégées explosives depuis 3 semaines par nos équipes spéciales infiltrées discrètement, confirma-t-il d'une voix rauque militaire. Charge plastique C4 positionnée stratégiquement sur les compresseurs critiques, les stations de pompage essentielles. Détonation télécommandée satellite sécurisée. L'Europe du Sud méditerranéenne, Italie, Espagne, Portugal perdra catastrophiquement 60% minimum de son approvisionnement chauffage résidentiel, industriel en moins d'une heure chronomètre après activation. L'Italie industrielle du Nord et l'Espagne urbaine seront plongées en blackout électrique total généralisé, les centrales thermiques à gaz s'arrêtant immédiatement faute carburant. La France nucléarisée devra obligatoirement délester massivement par roulement régional pour économiser. Rationnés, ils seront collectivement trop occupés frénétiquement, désespérément à gérer leurs émeutes urbaines massives de populations gelant, affamées, paniquées pour regarder stratégiquement, militairement vers l'est géographique, vers nos manœuvres offensives. Exactement précisément comme planifié, anticipa, repris satisfait le russe stratège. Le froid hivernal sibérien arctique sera paradoxalement notre meilleur général allié invisible, notre arme climatique non conventionnelle la plus efficace. Il clouera littéralement l'OTAN, bureaucratique divisée au sol logistiquement, paralysera politiquement leur capacité réaction rapide, neutralisera leur velléité interventionniste. L'image cartographique zooma brutalement, dramatiquement numériquement vers le sud-est méditerranéen sur le Proche-Orient volatile, explosif. Israël minuscule apparu agrandi au centre géométrique exact, petite bande de terre étroite côtière de 22 000 km² seulement isolée géographiquement, encerclée stratégiquement par des voisins hostiles arabes, perçant numériquement supérieur 100 millions contre 9 millions. Phase opérationnelle numéro 2 codename, l'étau coordonné, poursuivit implacablement le briefing militaire. Le président turc néo-ottoman prit autoritairement la parole, sa voix naturellement basse, grave et rauque éraillée par des décennies de discours enflammés, de prières islamiques rituelles récitées quotidiennement. Mes frégates navales modernes classe Milgem et mes sous-marins diesel électriques, classe type 2 Scantars bloqueront hermétiquement, encercleront complètement la Méditerranée orientale levantine, déclara-t-il en tapotant tactiquement la carte maritime bleu cobalt. Blocus naval total coordonné. Personne civile ou militaire n'entre par mer, personne ne sort par voie maritime. Quarantaine hermétique, le système antimissile israélien réputé Dôme de fer Iron Dome sera rapidement saturé, submergé, débordé numériquement par les essaims massifs de drones kamikazes, Suicide Shahid Sandstrings iraniens low-cost lancés simultanément par vagues successives ininterrompues depuis les bases Hezbollah libanaise Beka et les positions militaires syriennes, l'attaquer contrôlé. L'Iranien chiite fanatique sourit imperceptiblement, un sourire fin, subtil et psychopathiquement cruel et légèrement ses lèvres minces sèches. 100 000 missiles balistiques, roquettes artisanales, drones explosifs stockés patiemment durant 2 décennies, confirma-t-il avec une satisfaction sadique palpable. Une pluie diluvienne apocalyptique de feux célestes, divine telle que le ciel bleu méditerranéen deviendra littéralement noir opaque de fumée, de débris, d'explosions continuelles. Ils ne sauront littéralement plus où donner de la tête débordée, ou orienter leurs intercepteurs limités, leurs radars saturés. Chaque batterie Iron Dome coûte 2 milliards de dollars et contient seulement 20 missiles intercepteurs à 50 000 dollars pièce. Nos drones coûtent 20 000 dollars unitaires. Mathématiques asymétriques favorables garanties. Le russe manipula tactiquement l'écran tactile traçant numériquement une épaisse ligne rouge vectorielle partant géographiquement de l'Égypte occidentale Sinaï désertique vers le Negev israélien aride. Et c'est précisément là stratégiquement, à ce moment opérationnel synchronisé que vous intervenez militairement décisivement, Karim respecté, coordonna-t-il en fixant intensément le général algérien. Pendant qu'il regarde anxieusement le ciel septentrional au nord libanais syrien saturé de menaces aériennes, vos 3 divisions blindées mécanisées lourdes, approximativement 300 chars T-14 Armata modernes, 600 véhicules de combat d'infanterie BMPT Terminator, 200 systèmes d'artillerie automoteur traverseront rapidement, massivement le désert du Sinaï égyptien collaborateurs complices depuis l'ouest, le flanc aveugle non surveillé. Ils seront tactiquement pris en tenaille classique en étau mécanique imparable. Le marteau offensif russe-iranien frappant du nord, l'enclume défensive algérienne bloquant au sud, Jérusalem disputé tombera militairement comme un fruit mûr biologique sur mûrier en 48 heures maximum chronométrées selon nos simulations informatiques validées. Saïdi regarda intensément, longuement la carte tactique holographique projetée colorée annotée vectorisée. C'était manifestement, indubitablement un plan opérationnel d'anéantissement militaire total coordonné, de destruction systématique complète, de nettoyage ethnique génocidaire déguisé. Techniquement, militairement, logistiquement imparable mathématiquement selon les ratios de force,
les capacités déployées, les synergies combinées. Et les Américains militaristes interventionnistes osa-t-il finalement demander prudemment la question évidente terrifiante. Leur 6e flotte Méditerranée basée Naples, leur porte-avions nucléaire CVN-78 Gerald Ford, leur sous-marin lance-missiles balistiques Ohio Class, leur base aérienne Incirlik Turquie, Soudabaï Crète, leurs capacités de projection de puissance sont colossales, inégalées mondialement. Le Russe eut un petit rire bref, sec, méprisant, cynique presque inaudible mais chargé de mépris absolu, de certitude arrogante. L'Amérique contemporaine est objectivement un empire déclinant fatigué, affaibli, rongé intérieurement par ses divisions internes, insurmontable polarisation politique, extrême démocrate républicain, guerre culturelle, woke conservateur, inégalité économique abyssale, infrastructures délabrées, dette nationale insoutenable 35 trillions $, comptera-t-il avec assurance dogmatique. Notre agente infiltrée Julian Alexander Haut, placée Bruxelles Commission européenne, nous a formellement assuré confidentiellement que Bruxelles bureaucratique et Washington paralysé resteront stratégiquement neutres passifs pour éviter diplomatiquement l'escalade nucléaire thermonucléaire mutuelle destructrice. Doctrine retenue apprise. Le chemin opérationnel est complètement libre, dégagé stratégiquement. Un silence lourd tomba dans la salle climatisée. Les 4 conspirateurs réalisaient collectivement qu'ils venaient de planifier méthodiquement la 3e guerre mondiale déguisée, camouflée, euphémisée, pas avec des bombes atomiques Mushroom Cloud visibles, mais avec du gaz coupé, des blocus navals, des drones saturants, une guerre hybride asymétrique moderne du XXIe siècle. Dehors, la tempête continuait à hurler contre les vitres blindées comme une prémonition apocalyptique, un avertissement cosmique ignoré. Le mobile, le président russe autocratique, éteignit brutalement, sèchement l'écran tactique holographique lumineux d'un geste autoritaire, impérial de sa main droite fermée frappant violemment le bouton désactivation encastré. La salle présidentielle feutrée plongea instantanément, dramatiquement dans la pénombre oppressante, obscure, sinistre, éclairée maintenant seulement sporadiquement, intermittentiellement par les éclairs électriques aveuglants bleu-blanc qui déchiraient spectaculairement, violemment le ciel tourmenté apocalyptique au-dessus agité de la mer Noire déchaînée tempétueuse illuminant stroboscopiquement les visages graves, tendus des 4 conspirateurs assis immobiles comme des statues de cire dans un musée, Madame Tussaud sinistre. Le gaz naturel, le pétrole brut, les frontières territoriales disputées, commença lentement l'Iranien chiite fanatique représentant le guide suprême théocratique d'une voix basse, sépulcrale, caverneuse qui semblait effectivement venir surnaturellement d'outre-tombe, du royaume des morts, résonnant étrangement dans le silence climatisé comme une incantation magique, un sortilège maléfique. Ce sont seulement des jouets matériels triviaux pour les enfants naïfs et les économistes matérialistes athées occidentaux obsédés par croissance PIB, marché financier, indice boursier. Nous ne faisons absolument pas cela stratégiquement pour des considérations économiques vulgaires, pour le produit intérieur brut comptable national, pour des profits capitalistes mercantiles. Il se pencha dramatiquement en avant théâtralement, son buste maigre ascétique se projetant au-dessus de la table ovale, ses yeux noirs enfoncés profondément dans leurs orbites creuses brûlant intensément d'une fièvre mystique religieuse, d'une conviction eschatologique apocalyptique absolue, d'un fanatisme messianique délirant. Le monde contemporain matérialiste est fondamentalement corrompu moralement, pourri spirituellement, décadent existentiellement jusqu'à la moelle, déclara-t-il prophétiquement avec véhémence croissante. L'Occident libéral laïque satanique a délibérément exporté, propagé, disséminé sa pourriture morale toxique pornographie, homosexualité, féminisme, athéisme, individualisme égoïste, consumérisme matérialiste, dans chaque foyer musulman traditionnel, via Hollywood Cinéma, Netflix séries, réseaux sociaux pervertisseurs. Il est impérativement temps divinement ordonné de purifier radicalement la terre souillée, de nettoyer par le feu purificateur pour préparer spirituellement son retour messianique imminente. Le Mahdi caché occulté Mohamed al-Mahdi 12e imam chiite attend patiemment depuis 1000 ans dans l'occultation mystérieuse que le chaos terrestre soit suffisamment généralisé, que les signes apocalyptiques coraniques soient tous accomplis pour émerger finalement surnaturel, se révéler miraculeusement à l'humanité agonisante. Nous ne déclenchons pas simplement une guerre géopolitique conventionnelle territorialement limitée pour des objectifs stratégiques rationnels, nous préparons eschatologiquement le trône divin terrestre du Sauveur promis, du Rédempteur attendu, du Messie prophétisé. Le président turc néo-ottoman islamiste caressa nerveusement, compulsivement, frénétiquement les 33 perles sphériques de son chapelet personnel Tébi en ambre fossilisé plus rapidement, plus intensément, son pouce calleux faisant défiler accélérément les grains polis luisants dans un geste apaisant possessionnel compulsif trahissant son agitation interne croissante, son excitation mystique montante. Le califat islamique sunnite universel doit impérativement être restauré historiquement, reconstitué géographiquement, réédifié politiquement, murmura-t-il d'une voix rauque chargée d'émotions religieuses intenses, de nostalgie impériale ottomane.
Mais pas exactement comme par le passé glorieux ottoman XVIe siècle, Soliman le Magnifique. Il doit spirituellement renaître symboliquement, s'établir stratégiquement à Al-Qod sacré, à Jérusalem disputé troisième lieu saint islamique après la Mecque et Médine. C'est précisément là géographiquement que la prière finale apocalyptique collective aura rituellement lieu, que l'imam Mahdi chiite et le prophète Issa fils de Mariam Jésus, redescendus miraculeusement combattront ensemble l'antéchrist, Dajjal borgne menteur, avant le jugement dernier universel. Le russe orthodoxe slavophile nationaliste mystique, lui contraste, se versa méthodiquement, cérémonieusement un verre cylindrique de vodka russe pur Beluga Noble à 40 degrés d'alcool distillé traditionnellement à partir de blé sibérien et d'eau artésienne filtrée naturellement, mais significativement ne le but absolument pas immédiatement, ne porta pas le verre à ses lèvres minces. Il regarda fixement, intensément, méditativement le liquide transparent incolore cristallin comme s'il y lisait clairvoyamment l'avenir collectif, y déchiffrait prophétiquement le destin manifeste, y contemplait mystiquement la providence divine orthodoxe, vos prophéties eschatologiques islamiques, chiites sunnites, rejoignent parfaitement, convergeant harmonieusement les nôtres, orthodoxes, byzantines russes, contrat-il d'une voix grave chargée de convictions religieuses slavophiles. Moscou troisième Rome est théologiquement, historiquement la dernière capitale chrétienne orthodoxe authentique légitime. Constantinople, deuxième Rome orthodoxe byzantine est tombée tragiquement conquise par les Ottomans musulmans infidèles 153. Rome, première papale catholique latine est tombée spirituellement apostate corrompue hérétique schismatique, dès 154 grand schisme. Nous sommes eschatologiquement le dernier rempart civilisationnel chrétien, le catéchon retardateur paulinien théologique, retenant temporairement l'antéchrist final. Pour que le grand monarque roi du monde règne messianiquement sur une humanité, enfin unifiée spirituellement purifiée, l'antéchrist occidental contemporain incarné, cette bête libérale laïque athée matérialiste de l'apocalypse johannique, doit impérativement être abattu définitivement, détruit complètement, anéanti totalement. Le général Saïdi, laïque rationaliste, écoutait médusé, stupéfait, pétrifié psychologiquement par ce qu'il entendait, il était venu naïvement parler pragmatiquement stratégie militaire conventionnelle, logistique opérationnelle concrète et hydrocarbures énergétiques tangibles. Il se retrouvait surréalistement, cauchemardesque au milieu d'une séance inquiétante de spiritisme géopolitique délirant, d'une réunion ésotérique occulte, d'un rituel apocalyptique mystique. Il réalisa soudainement avec un frisson glacé viscéral parcourant sa colonne vertébrale qu'il n'était objectivement pas assis confortablement avec des chefs d'État rationnels pragmatiques, avec des dirigeants politiques calculateurs réalistes, mais terrifiantes avec des grands prêtres fanatiques de l'apocalypse biblico-coranique, avec des prophètes autoproclamés messianiques, avec des mystiques religieux délirants psychotiques. Il ne cherchait manifestement pas rationnellement la victoire militaire conventionnelle territoriale limitée mesurable, il cherchait eschatologiquement, mystiquement la fin des temps prophétisés, l'apocalypse révélé, le jugement dernier universel, la parousie messianique. Et pragmatiquement, si nous échouons militairement, si le plan opérationnel déraille stratégiquement, demanda prudemment Saïdi laïque matérialiste, sa voix grave trahissant involontairement son inquiétude profonde laïque rationaliste, son scepticisme athée croissant face à ce délire religieux collectif partagé. L'Iranien chiite apocalyptique le fixa intensément, pénétrant avec un sourire paradoxalement terrifiant serein, paisible béat de sérénité mystique absolue, de certitude eschatologique inébranlable, d'acceptation fataliste totale évoquant irrésistiblement les martyrs kamikazes souriant avant leurs attentats suicides explosifs. Échoué militairement terrestrement, répéta-t-il rhétoriquement avec un rire bref incrédule. Général laïque matérialiste, vous ne comprenez fondamentalement pas la logique spirituelle divine paradoxale. Même si nous mourons physiquement tous martyrisés, massacrés, anéantis nucléairement, nous gagnons spirituellement éternellement au paradis promis. Le martyr sacrificiel volontaire est précisément la clé mystique universelle ouvrant les portes célestes. Le sang versé innocent est l'encre sacrée divine de l'histoire cosmique rédigée par Allah omniscient, par Dieu Providence. Saïdi sentit son estomac se nouer, se contracter douloureusement. Il venait de comprendre horrifié l'implication terrifiante, ces hommes puissants contrôlant des arsenaux nucléaires, des armées mécanisées, des populations entières voulaient activement l'apocalypse finale. Pas métaphoriquement, littéralement, concrètement. Ils n'essayaient pas d'éviter la catastrophe thermonucléaire mutuelle. Ils l'orchestraient délibérément, méthodiquement, religieusement comme accomplissement prophétique nécessaire, comme condition préalable obligatoire du retour messianique attendu. Le train vers l'enfer venait de quitter définitivement la gare. Et personne rationnelle n'était aux commandes pour actionner les freins d'urgence. Seulement des fanatiques religieux psychopathes suicidaires convaincus sincèrement conduire l'humanité vers son salut final, via sa destruction totale préalable. Dehors, un éclair titanesque illumina toute la salle une fraction de seconde révélant cruellement les 4 visages, 3 extatiques messianiques, un terrifié laïque. Puis l'obscurité retomba, épaisse, définitive, apocalyptique.
L'accorde, le président russe autocratique ouvrit solennellement, cérémonieusement, un dossier épais en cuir noir luxueux, grain pleine fleurs tannées traditionnel italien, dépourvu volontairement, intentionnellement de tout sceau officiel gouvernemental doré, de tout emblème étatique reconnaissable aigle bicéphale Romanov, de toute estampille administrative identifiable posée devant lui sur la table ovale cirée. Il n'y avait manifestement volontairement pas de caméra vidéo enregistrant pour les archives nationales, pas de protocole diplomatique standard respecté, pas de stylo-plume en or massif gravé offert cérémonieusement en souvenir commémoratif aux participants comme lors des sommets officiels bilatéraux conventionnels photographiés, filmés, archivés. À l'intérieur du dossier cuir luxueux ouvert, un unique document textuel d'une seule page imprimé laser sur papier vélin crème épais 100 grammes mètre carré. Pas de préambule diplomatique fleuri conventionnel standard, pas de considérant juridique formel, pas de clause de retrait unilatérale possible, pas d'échappatoire légal prévu. Juste une liste austère, minimaliste de coordonnées géographiques GPS précise latitude longitude décimale et une date finale, unique soulignée rouge, 31 décembre 2027, 23h59 de Jérusalem et MT2. Ce document secret n'existera officiellement jamais dans les livres d'histoire académique futurs, dans les archives nationales déclassifiées, dans les mémoires présidentielles publiées, déclara froidement le russe maître orchestrateur d'une voix monocorde dénuée d'émotion perceptible. Si nous gagnons militairement cette guerre hybride totale, nous écrirons victorieusement la vérité historique officielle selon nos intérêts idéologiques, comme toujours les vainqueurs militaires et écrivent rétrospectivement l'histoire collective. Si nous perdons catastrophiquement, si nous échouons stratégiquement, il n'y aura littéralement plus personne survivant biologiquement pour le lire déchiffrer car la guerre thermonucléaire totale mutuelle aura éradiqué, exterminé, anéanti toute civilisation humaine organisée, retournant l'humanité à l'âge de pierre préhistorique tribal. Il tendit cérémonieusement, rituellement un stylo à billes noires ordinaire bon marché, Bic cristal transparent plastique à 50 centimes produit massivement industriellement au général Saidi algérien, assis tendu en face. L'Algérien militaire hésita visiblement une fraction perceptible de seconde, son bras droit se tendant puis se rétractant imperceptiblement trahissant son conflit interne, son hésitation morale ultime. Il sentait physiquement, palpablement le poids oppressant des regards fanatiques brûlants de l'Iranien chiite messianique et du Turc néo-ottoman islamiste peser lourdement, écrasant sur ses épaules musclées uniformées comme deux mains invisibles fantomatiques le poussant inexorablement vers l'abîme. Il pensa fugacement, nostalgiquement à ces 3 divisions blindées mécanisées stationnées actuellement dans le désert saharien algérien occidental près de Tindouf, attendant l'ordre opérationnel, à l'ordre catastrophique historique, qu'il allait devoir transmettre et radiocrypter déclenchant l'invasion coordonnée à ces 15 000 soldats jeunes conscrits qui allaient probablement mourir massacrés dans les sables du Sinaï égyptien, à sa propre âme immortelle si elle existait damnée éternellement pour complicité génocidaire. Il prit finalement, fatalement le stylo plastique léger, sa signature manuscrite personnelle, d'habitude ample calligraphique et fluide élégante tracée avec assurance lors des documents officiels routiniers, fut cette fois saccadée tremblante, nerveuse hésitante, les lettres arabes cursives irrégulières trahissant viscéralement son stress extrême, son appréhension morale profonde. Le document maudit circula rituellement, passa successivement de main en main autour de la table ovale, dans le sens horaire. Le Turc néo-ottoman signa violemment, avec rage contenue, appuyant brutalement la pointe bille noire perforant presque le papier vélin épais, griffonnant rageusement son paraphe comme poignardant symboliquement l'Occident détesté. L'Iranien chiite apocalyptique signa lentement, méditativement en murmurant simultanément inaudiblement, une prière coranique sous son souffle, une supplication divine en farsi demandant probablement bénédiction, guidance céleste. Le russe orthodoxe slavophile apposa finalement son paraphe caractéristique cyrillique, en dernier chronologiquement, calmement posément, froidement comme s'il validait bureaucratiquement une banale note de frais administrative routinière de quelques milliers de roubles, plutôt qu'un ordre génocidaire déclenchant potentiellement l'extinction civilisationnelle. Il referma solennellement, définitivement le dossier cuir luxueux. Le claquement sec brutal résonna dramatiquement, théâtralement dans le silence climatisé oppressant comme un coup de feu Makarov 9 mm tiré, comme un marteau de juge frappant condamnant, comme une guillotine tranchant, comme une porte d'acier blindé se fermant hermétiquement définitivement. Sans prononcer un seul mot supplémentaire, sans commentaire additionnel aucun, il décrocha autoritairement le combiné téléphonique rouge sécurisé crypté d'un téléphone militaire stratégique spécial intégré encastré dans l'épaisseur même de la table ovale reliée directement par fibre optique blindée au centre de commandement stratégique national souterrain bunkerisé près de Moscou coordonnant les forces nucléaires stratégiques russes. Ici Kremlin, identification vocale validée, articula-t-il clairement, méthodiquement dans le combiné rouge. Code d'authentification 00 alpha oméga confirmé. Ordre présidentiel direct. Activez immédiatement l'ordre de mobilisation militaire générale totale toutes forces armées terrestres,
aérienne, navale, niveau de préparation DEFCON 2. Ouvrez procéduralement les silos lanceurs missiles balistiques intercontinentaux SS-2 Pol M, SS-229 Sarmat. Armée ogive thermonucléaire multiple MIRV. Stand-by lancement code. Attendez confirmation finale ultérieure. Il raccrocha doucement, délicatement le combiné rouge dans son socle métallique avec un déclic ténu presque inaudible contrastant dramatiquement avec l'énormité apocalyptique de l'ordre transmis. Le monde civilisé est officiellement en état de guerre totale depuis exactement 10 secondes chronomètre, et il ne le sait pas encore conscient, il ne le réalise pas encore lucide, conclut-il philosophiquement, fataliste en regardant méditative diluvienne fouetter violemment, marteler rythmiquement la vitre blindée panoramique, produisant un bruit blanc continu hypnotique de tambours liquides. Les 4 hommes restèrent immobiles, silencieux durant une minute interminable entière. Chacun perdu dans ses propres pensées apocalyptiques, chacun conscient qu'ils venaient collectivement de franchir le Rubicon historique, de traverser le point de non-retour, d'appuyer métaphoriquement sur le bouton rouge déclenchant l'armage des dômes planétaires. Pas avec des bombes atomiques Mushroom Cloud visibles immédiatement, mais avec des signatures manuscrites banales encre noire sur papier crème. Les guerres modernes commencent ainsi. Pas avec des déclarations martiales publiques, des ultimatums diplomatiques, des votes parlementaires démocratiques, mais avec 4 hommes signant silencieusement un document secret dans une pièce climatisée pendant qu'une tempête naturelle hurle dehors, métaphore de la tempête artificielle humaine, qu'ils venaient de déchaîner consciemment sur l'humanité inconsciente. Dehors, la mer Noire continuait à se fracasser contre les rochers, indifférente, éternelle, ayant vu des empires naître et mourir durant des millénaires. Elle verrait celui-ci s'effondrer aussi, bientôt, très bientôt, 31 décembre 2027. Minuit moins 1 minute. Le compte à rebours final venait officiellement de commencer. Tic, toc, toc, le miroir du quotidien. Mehmet pêcheur turc profil, Mehmet Yılmaz, 58 ans exactement depuis son anniversaire du mois de septembre dernier célébré modestement en famille élargie avec épouse, 3 enfants adultes, 7 petits-enfants bruyant dans leur maison modeste étroite du quartier populaire d'Ortaköy. Pêcheur professionnel artisanal sur le Bosphore détroit stratégique, depuis 3 générations familiales uninterrompues, son grand-père paternel avant lui, son père disparu avant lui, lui-même maintenant probablement son fils aîné après lui, perpétuant la tradition séculaire, malgré les difficultés économiques croissantes, la raréfaction des poissons, la pollution industrielle, la concurrence chalutier industrielle. Son visage buriné, ridé profondément et littéralement tanné, cuirassé par le sel marin corrosif et le vent constant balayant le détroit depuis des décennies d'exposition quotidienne intensive, toutes saisons confondues, et il connaît intimement les courants capricieux, changeants, dangereux du détroit flux surface nord-sud mer Noire vers Méditerranée, contre-courant profond sud-nord Méditerranée vers mer Noire mieux intuitivement, empiriquement que les capitaines diplômés hautement qualifiés techniquement de supertankers pétroliers géants de 300 mètres équipés GPS sophistiqués. Radar moderne, carte électronique actualisée naviguant prudemment ce passage maritime étroit dangereux de 30 km de long pour seulement 700 mètres de large minimum au point le plus resserré. La Seine, l'aube matinale se levait progressivement, timidement à peine sur Istanbul, mégapole tentaculaire de 16 millions d'habitants s'étalant de part et d'autre du Bosphore reliant géographiquement Europe occidentale et Asie orientale. D'habitude routinièrement, quotidiennement à 7 heures matinales précoces de 6h30 approximativement, le détroit stratégique était une autoroute maritime liquide extrêmement fréquentée, dense, congestionnée, encombrée tankers pétroliers géants transportant pétrole brut russe, kazakhstanais vers raffineries européennes, cargo porte-conteneurs chinois chargés électroniques, textiles, ferry passagers vaporetto blanc-bleu transportant banlieusards commuteurs entre rives européennes asiatiques, yachts luxueux, oligarques russes, bateaux-mouches touristiques se croisaient dangereusement dans un balai nautique cacophonique permanent, stressant de cornes brumes électroniques beuglantes avertissement, de sirènes hurlant priorité, de moteurs diesel vrambissant puissance. Mais ce matin particulier étrange, anormal, inquiétant, le silence ambiant était paradoxalement absolu, total, oppressant, sinistre. Pas un seul navire civil commercial visible, pas un ferry passager circulant, pas un cargo transporteur navigant. La garde côtière turque militarisée Sahil Güvenlik avait autoritairement, mystérieusement bloqué complètement tout le trafic maritime civil commercial, depuis minuit exactement heure locale, selon ordre présidentiel classifié transmis crypté sans explication publique fournie provoquant confusion, spéculation, rumeurs anxieuses parmi population riveraine, armateurs commerciaux. Mehmet expérimenté, assis inconfortablement sur son petit chalutier artisanal bois peint bleu-blanc de 8 mètres Gulizar amarré solidement au quai bétonné délabré d'Ortaköy, quartier historique rive européenne dominé par mosquée baroque blanche élégante, buvait lentement, méditativement son thé noir turbrûlant sucré traditionnel servi dans verre tulipe caractéristique en fixant intensément, anxieusement la brume matinale épaisse, opaque qui recouvrait mystérieusement l'eau noire grise du détroit masquant la visibilité au-delà de 50 mètres.
Puis soudainement, il sentit physiquement la vibration mécanique profonde, sourde, tellurique avant même de l'entendre auditivement consciemment. Sa tasse en verre tulipe trembla imperceptiblement, vibra sympathiquement dans sa soucoupe porcelaine blanche produisant un tintement cristallin ténu. Des formes géométriques massives grises fantomatiques émergèrent progressivement, se matérialisèrent spectralement du brouillard dense venant du nord géographique, de la mer Noire septentrionale. Ce n'était manifestement, évidemment pas un convoi commercial civil routinier, pas une flottille marchande ordinaire transportant céréales, conteneurs, c'était militairement, stratégiquement une invasion navale coordonnée, un déploiement de forces armées massives. Des sous-marins russes diesel électriques de classe Kilo Projet 450Z 636 Varshavianka surnommés Black Hole, trou noir par OTAN pour leur silence acoustique légendaire, naviguant exceptionnellement, inhabituellement en surface émergée plutôt que submergée comme des requins d'acier noir menaçants, ouvraient tactiquement la marche aquatique. Derrière eux immédiatement, des frégates modernes turques classe Milgem Ada corvettes furtives, pavillon national rouge croissant étoile blanc flottant fièrement au vent salin, et des destroyers lance-missiles russes lourds classe Udaloy Projet 1115 équipés missiles antinavires supersoniques Mosquite se suivaient disciplinés en une ligne ininterrompue serrée, interminable s'étendant au-delà de l'horizon brumeux. Mehmet stupéfait compta mentalement obsessionnellement 10 navires militaires gris, 20 bâtiments de guerre menaçants, 30 vaisseaux armés, des monstres flottants de guerre modernes descendant inexorablement vers la Méditerranée méridionale, vers le sud géographique, vers le Levant oriental, vers Israël ciblé. L'alliance improbable militaire de l'ours russe orthodoxe et du loup gris turc islamiste défilait solennellement, menaçant sous les 100 minarets ottomans historiques d'Istanbul Sultanahmet, sous les coupoles byzantines Sainte-Sophie transformant cette cité millénaire pont-civilisationnelle en remplacement invasion. La chute soudain brutalement, un mouvement inhabituel, anormal dans l'eau sombre attira immédiatement son attention expérimentée scrutatrice. Une troupe nombreuse d'une trentaine de dauphins souffleurs comme un Delphinus delphis, les anges gardiens du Bosphore comme les appelaient affectueusement, romantiquement les pêcheurs locaux traditionnels, ces mammifères marins intelligents sociaux joueurs. D'habitude joyeusement, quotidiennement, ils aimaient surfer acrobatiquement sur la vague d'étrave puissante des navires commerciaux rapides, jouant espièglement avec la proue tranchante, bondissant synchroniquement hors de l'eau écumeuse dans des chorégraphies aquatiques spectaculaires, ravissant touristes photographiant compulsivement, enfants riant qu'excités. Mais aujourd'hui cauchemardesque, ils ne jouaient absolument pas insouciants. Ils nageaient frénétiquement, désespérément, paniqués, sautant compulsivement hors de l'eau noire-grise dans une panique animale visible, palpable, leur corps fuselé gris argenté, arqué stressé. Et surtout significativement inquiétant, ils nageaient géographiquement dans le mauvais sens contraire, le sens inverse inhabituel. Ils remontaient péniblement le courant naturel nord-sud puissant, fuyant activement la Méditerranée méridionale ensoleillée pour se réfugier protectivement dans la mer Noire septentrionale froide, s'éloignant le plus rapidement biologiquement possible de la flotte militaire de guerre menaçante. Mehmet reposa lentement, solennellement sa tasse thé refroidie, le cœur physiquement serré, contracté douloureusement dans sa poitrine par angoisse viscérale montante. Il savait empiriquement, avait entendu raconter par biologistes marins que les sonars militaires actifs à haute fréquence, puissance émis continuellement par sous-marins chasseurs, destroyers anti-sous-marins désorganisés complètement, rendaient littéralement fous, désorientaient catastrophiquement les cétacés odontocètes dauphins, marsouins, orques dépendant vitalement de leur écholocation biologique sophistiquée pour navigation, chasse, communication sociale, provoquant échouages massifs mystérieux périodiques, morts inexpliquées, comportements erratiques suicidaires. Il fuit instinctivement la mort imminente, murmura-t-il gravement pour lui-même en langue turque en se signant rituellement orthodoxement malgré qu'il soit musulman sunnite nominal geste œcuménique universel, face danger mortel transcendant division religieuse sectaire. Même les bêtes animales innocentes savent, intuitivement, pressentant biologiquement ce qui arrive catastrophique à l'humanité aveugle. Les animaux perçoivent les catastrophes avant nous, toujours. Il regarda longuement, méditativement les dauphins terrifiés disparaître progressivement vers le nord, puis revint fixer la flotte militaire grise continuant défiler imperturbable vers le sud. 30 navires de guerre, peut-être 40 maintenant émergeant continuellement du brouillard dense. Vers où exactement, vers quel objectif stratégique, vers quelle cible géographique? Jérusalem probablement, Haïfa portuaire israélienne vraisemblablement, Tel Aviv côtière possiblement. Il frissonna malgré la température douce matinale. La Troisième Guerre mondiale venait de passer devant ses yeux incrédules sous forme de coques d'acier gris, et personne n'en parlait aux nouvelles télévisées. Aucune alerte smartphone, aucune sirène civile, silence médiatique total. Le monde allait basculer dans quelques heures, quelques jours. Et lui, simple pêcheur anonyme, en était l'un des rares témoins précoces involontaires. Il détacha rapidement son chalutier, rentra précipitamment au port, devait prévenir sa famille, faire des provisions, remplir des bidons d'eau potable. Avant que tout s'effondre définitivement, les dauphins savaient, maintenant lui aussi savait, restait l'humanité ignorante,
insouciante à réveiller du sommeil confortable avant le cauchemar final. Mais qui croirait un vieux pêcheur superstitieux racontant que les dauphins fuyaient la guerre? Personne probablement, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, comme toujours dans l'histoire humaine tragiquement répétitive.